mémoire collective, quand même, à moins que l'on la décrive de manière complètement mystique. La mémoire collective, c'est pour nos jours et pas pour le passé, à mon avis au moins. Je vois pas. Il y avait un grand écrivain anglais, L.P. Hartley, dans son grand roman The Go-Between. Il disait: le passé est un autre pays, ils agissent d'une autre façon là-bas. Et moi, je crois que toute mémoire collective, après la mort des concernés, parce qu'il y a deux étapes, si vous me permettez. Il y a l'étape dans laquelle, l'époque dans laquelle les gens ont subi ceci, cela, et l'époque, on peut dire, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Mais après ça, on ne parle pas de mémoire, c'est autre chose. On parle de mythologie, on parle de politique, on parle de... Mais on ne s'en souvient pas. C'est une métaphore pour organiser comment on va penser du passé. Et bon, quand il y a un consensus sur ce qui s'est passé, on peut parler de la nécessité de la mémoire ou de l'utilité de la mémoire. Mais dans les sociétés où il n'y a pas de consensus, moi je crois là qu'il faut réexaminer l'oubli, ou au moins le silence. Ce que vous écrivez, David Juif, l'histoire nous montre que seules les situations sans vainqueur évident permettent aux camps qui se sont affrontés militairement de poursuivre leur guerre sur le terrain mémoriel en s'opposant des souvenirs incompatibles. Quand ce consensus n'est pas trouvé entre les deux parties, c'est là que la situation se complique grandement. Cette question, David Juif, est-ce qu'elle n'a réellement de sens aujourd'hui, celle de la mémoire, qu'à l'échelle nationale, plus qu'à l'échelle individuelle? C'est-à-dire que elle ne se pose vraiment qu'entre les États ou différentes parties à l'intérieur des États qui aujourd'hui peuvent instrumentaliser cette mémoire. Bon, il y a la mémoire, disons, la mémoire collective traditionnelle ou la commémoration traditionnelle, c'est-à-dire l'éloge de l'État, des grands présidents, rois, vainqueurs, généraux, etc., etc. Et maintenant, on a ajouté, ou on pourrait dire, la concurrence vient de la mémoire des victimes. Et on veut parler de ceux qui ont subi des choses, qui ont souffert, qui sont été tués ou torturés, tout ça. Et là, je comprends très bien, mais de nouveau, il faut, moi, je crois, revenir à la question du consensus. J'ai passé beaucoup de temps en Irlande du Nord, par exemple, pour vous donner un exemple. Et là, ils ont décidé, dans un sens, publiquement, d'oublier pour maintenir la paix en Irlande. Il y a impunité totale pour les seigneurs de guerre. On a fait une coalition dans l'Assemblée provinciale de Ulster avec le chef militaire. Il vient de mourir, mais enfin, pendant les années après la trêve et l'accord de paix, c'était le commandant en chef du Irish Republican Army, en fait, du côté militaire des indépendantistes. Et de l'autre côté, il y avait le chef politique d'un groupe, DUP, ça s'appelle. Et lui, il était le chef politique, mais il était aussi le commandant d'une bande terroriste. Alors, et on dirait, bon, c'est l'impunité, on ne devrait pas faire ça. Mais sans consensus, que faire? Sinon, oublier ou garder son silence dans le contexte public. Ce que les gens font chez eux, c'est autre chose. Là, ça n'a rien à voir avec ni mon livre, ni moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais quand on parle de mémoire collective, on ne parle pas de ce qui se passe dans la cuisine. On parle
de toute une structure de commémoration, de mémoire, quoi, de moments collectifs. Et ça, c'est politique. Une question d'Antoine Mercier. Oui, j'ai l'impression que vous opposez, d'ailleurs, ça s'oppose de facto, les valeurs de la paix aux valeurs de la justice. Et vous semblez dire il vaut mieux la paix dans toutes les circonstances que la justice, ce qui n'est peut-être pas si évident que cela. En tout cas, pourquoi est-ce que vous faites dépendre l'entretien de la mémoire du fait qu'il y ait consensus ou pas? Parce que ou bien s'il est nécessaire d'entretenir la mémoire parce que précisément elle a son travail à faire dans l'histoire, peut-être même pour expurger les problèmes aussi, ou bien donc c'est nécessaire à ce moment-là, qu'il y ait consensus ou pas, il faudrait qu'elle puisse quand même être à l'œuvre, ou bien alors elle ne sert pas à grand-chose à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de l'avoir, même s'il y a consensus. Bon, la réponse courte, c'est qui va décider ça? Todorov, hélas, mort, un ami avec qui j'ai discuté beaucoup sur ces sujets. Il était, comme vous savez bien, pas d'accord avec moi, mais ni moi avec lui, mais c'est un grand écrivain, un grand ami. Il parlait du bon usage et des abus de la mémoire, comme vous savez. Mais moi, je ne vois pas comment décider ça dans des guerres ou des post-guerres où il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Quand il y a un vainqueur, Allemagne en 1945, par exemple, c'est facile. On impose une version. Mais en Irlande du Nord, personne n'a gagné. Alors, qui va gérer ce mémoire complètement contesté? Moi, je ne vois pas comment faire ça. Et c'est vrai, vous avez absolument raison, que je crois qu'il y a des crises, des guerres, des moments affreux politiques où il faut penser, où la justice et la paix s'opposent. Quel choix un individu doit faire, c'est autre chose. En Bosnie, quand j'étais correspondant là, entre 92 et 95, il y avait des Bosniaques qui ont dit « on veut pas la paix, on veut une victoire juste ». Moi, je suis pas de cet avis, mais je comprends parfaitement cet avis. Mais c'est une décision très difficile. Et prenons le cas classique d'une décision d'abandonner la justice, plus ou moins. C'est Mandela et la commission de la vérité et de la réconciliation. Alors lui, quand la dictature a perdu, quand la démocratie s'est installée avec la victoire du African National Congress en 94, Mandela avait peur d'une seconde guerre avec les Afrikaners, avec les Blancs durs. Et il a décidé qu'il fallait choisir précisément entre la justice et la paix. Il a choisi la paix. Moi, je crois, pour moi, c'est la bonne décision, mais je comprends parfaitement. Il y avait beaucoup de gens opposés à ça en Afrique du Sud à l'époque. J'étais là. C'était pas... C'était peut-être la bonne décision sur le moment, David Rieff, mais aujourd'hui, en Afrique du Sud, est-ce que la mémoire encombre encore ? Tout encombre en Afrique du Sud. Mais oui, il inclut la mémoire. Écoutez, toute version du passé est mortelle. Donc, il est absolument possible qu'à un certain moment, les Sud-Africains les politiques sud-africains vont se dire « Bon, c'était très bien, la Commission pour la vérité et la réconciliation, mais maintenant, on veut la mémoire. » Ça s'est passé en Espagne. On le voit en ce moment. Il y avait le Pacto del Olvido, l'accord de l'oubli. Et maintenant, les gens veulent autre chose. Alors, ça, c'est une autre décision, mais ça, je ne vois pas comment ça nous libère du devoir, non de la mémoire, mais de considérer au moins la possibilité que dans certains cas, c'est mieux d'oublier. Peut-être poser la question alors autrement.
À quoi, selon vous, pourrait servir la mémoire? Parce qu'à vous entendre, on a le sentiment que finalement, moins il y en a, mieux ça vaut, puisque précisément, ça allège beaucoup, effectivement, la condition de ceux qui vivent dans le présent et peut-être la projection dans l'avenir. Donc, qu'est-ce que vous nous dites? À quel moment il y a quand même une nécessité de se souvenir des choses? Et quels sont les critères, précisément, qui doivent être mis à l'œuvre pour ça? Bon, je crois que, pour moi, un critère essentiel, c'est le consensus. Parce que sinon, au moins dans les cas desquels je parle, pas de consensus, retour à la guerre. C'est mon opinion sur l'Irlande du Nord, sur l'Afrique du Sud. Je ne dis pas le contraire à Santayana. Je ne dis nullement que tous ceux qui n'oublient pas le passé seront condamnés à le subir encore une fois. Il y a beaucoup de cas où la mémoire est très importante et aussi le changement des opinions sur le passé. Ça veut dire par exemple, remplacer les noms des rues, faire tomber des monuments et les remplacer par autre chose. Là, je suis rien aux États-Unis, par exemple. Je suis pas contre ça du tout, mais j'insiste qu'il y a quand même des lieux et des moments historiques où moi je préfère pour garantir la paix qu'il faut peut-être sacrifier la justice. Pas dans tous les cas, pas en Chili par exemple, ça ne s'est pas passé comme ça, il n'y a aucune nécessité, parce qu'il y a un consensus au Chili, il y a un consensus démocratique, ça n'existe pas en Irlande du Nord. L'oubli, David Rieff, que vous nous présentez parfois comme un impératif éthique, mais pour oublier, il faut généralement passer quand même par un travail de mémoire, un travail de deuil, pour que la mémoire et la rancune ne perdurent pas au-delà de celle de l'événement. On pourrait prendre l'exemple de la France et de l'Algérie, où la question de la mémoire reste encore vive, et ce devoir de mémoire qui se rappelle régulièrement ici en France à notre bon souvenir, qui est aussi très entretenu d'une autre manière de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie. Écoutez ce qu'en disait l'écrivain algérien Kamel Daoud, invité récemment de la Grande Table. Je pense que Macron, d'abord, c'est aussi un enfant des indépendances quelque part. C'est-à-dire il n'est pas porteur d'une histoire personnelle par rapport à la colonisation. Donc il peut parler avec beaucoup plus de liberté, et je le ressens, et on le ressent. Donc c'est quelqu'un qui est plus ou moins indépendant vis-à-vis de la question de la mémoire. Et ce que j'aime, c'est cette démarche pour dire qu'il faut assumer cette mémoire, mais il faut la dépasser. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité vitale pour l'Algérie, mais aussi pour la France. Tant que ce n'est pas réglé, elle devient un prétexte pour être réinvestie par des mécaniques de récupération. On va parler de la mémoire. Vous aurez des jeunes de 22 ans qui n'ont connu ni la guerre coloniale, ni les guerres d'indépendance, et qui va vous parler encore et toujours et prendre prétexte sur cette mémoire-là. Cette mémoire, il faut l'assumer et la dépasser. Je ne suis pas sûr que la solution serait de remuer cette mémoire, mais plutôt d'en faire une mémoire et de passer à autre chose. C'est ce que veulent aussi les responsables algériens aujourd'hui? Ah bah absolument pas. C'est là où Macron se trompe. Il croit que la demande est celle d'excuses françaises vis-à-vis de la question de l'histoire, alors que non. La mémoire, c'est une rente. Qu'est-ce que nous allons faire le jour où la France s'excusera? Il faudra qu'on travaille. Et pour une génération, c'est pas évident. La mémoire comme une rente, comme un fonds de commerce, elle est encore trop souvent utilisée de cette manière-là, David Rieff? Oui, fréquemment, au Balkan, par exemple. Maintenant, vous avez déjà une génération en Bosnie qui n'a pas connu cette guerre. Mais les politiques, les personnages politiques s'en servent pour renouer, disons, le ressentiment. Mais moi, je crois vraiment, quand on parle, ici en France, aux États-Unis, du travail de deuil, par exemple. En deuil, pourquoi? Ça veut dire, en Irlande du Nord, les républicains ou les protestants d'un côté et de l'autre, ils n'ont pas de regrets, ils n'ont pas envie de dire, bon, on commence avec le deuil, et puis après, on va oublier, ou on va s'en souvenir d'une manière correcte, humaine, etc. C'est pas comme ça, là-bas. Bon, il y a des personnes, bien sûr, qui ont cette impression, mais la grande majorité des deux communautés
croient absolument dans leur guerre. Alors, dans ce cas-là, n'est-ce pas utile au moins comme... je ne sais pas, au moins pour se poser la question, est-ce que c'est pas mieux d'oublier, de garder son silence? Et puis, il y a un exemple française, c'est classique, c'est Lady de Nantes. La première phrase de Lady de Nantes, c'est « Vous devez oublier ». C'était la décision du roi. Alors, c'est pas impossible, c'est pas... De toute manière, comme la mémoire collective, après 3 générations, disons, n'existe pas en termes de vraie mémoire, c'est plutôt en termes métaphoriques. Alors là, il y a, comme disait Nietzsche, l'oubli actif, comme la mémoire active. Je vois pas. Moi, là, au moins, il faut pas faire de la mémoire du sacré. Hein. Et moi, ce qui me frappe toujours en France, j'ai passé pas mal de temps dans ce pays, c'est la sacralisation de la mémoire. L'objet, mémoire à la Renan c'est la conquête de l'Algérie, maintenant remords pour le colonialisme, mais sacralisation dans les 2 cas, à mon avis. C'est le rôle de l'histoire peut-être particulier dans ce pays, mais j'ai l'impression que votre position tient aussi de votre point de vue particulier, peut-être sur l'existence, qui est quand même un point de vue que je qualifierais un peu tragique, c'est-à-dire que vous partez du principe que de toute façon, les survivants vont mourir, ensuite de toute façon, tout sera oublié à un moment donné, et que finalement, il n'y a pas d'attente de l'histoire et de ce que, par exemple, Michel Rio-Sarcey nous parlait cette semaine, c'est-à-dire de la possibilité que cette mémoire puisse réactiver quelque chose de positif aussi dans l'avenir et que tout n'est pas forcément perdu ou en train de se dégrader jusqu'à la décomposition finale. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on va s'en souvenir de la guerre d'Algérie en 1000 ans? Ça me paraît peu probable. Bon, on se souvient bien d'événements qui se sont passés il y a 1000 ans. Pas beaucoup. Bon. Pas beaucoup. Hein. Et c'est très rare. Même Churchill, dans son grand discours sur la bataille d'Angleterre, il parlait du sacrifice des aviateurs. Lui, il a parlé d'un empire de 1000 ans, pas plus. Il n'a pas parlé d'un empire éternel. La mémoire ne peut pas être éternelle. Alors, si c'est pas éternel, il faut pas la sacraliser. Mais l'urgence, c'est quand même le présent. J'ai presque envie de dire, peu importe si on se souviendra ou pas de la guerre d'Algérie dans 1000 ans, la question, c'est comment, aujourd'hui, les générations présentes doivent faire avec ce passé et comment est-ce qu'ils peuvent aussi en faire une force. Parce que vous dites que Freud pensait que rien de ce qui nous importe ne sombrera dans l'oubli et que vous, au contraire, pensez que l'homme est bien vaniteux à penser qu'il laissera toujours une trace dans l'avenir, que son présent s'inscrit déjà dans le futur de l'humanité. Est-ce qu'on peut, à ce point-là, gommer le passé, en faire abstraction? Et qu'est-ce qu'on gomme? On gomme quoi? On gomme la décision du roi de France en 1830 d'envahir l'Algérie. On gomme Vercingétorix. Vraiment, je comprends. Je joue pas au naïf ici. Mais vraiment, je vois pas pourquoi c'est impossible de penser que dans certaines situations particulières, la mémoire est une ressource pour la guerre et pour la souffrance. Pourquoi est-ce que la mémoire doit être toujours, doit mener à la rédemption? Parce que c'est ça que vous me dites finalement. C'est pas
Je ne connais pas la personne dont vous venez de parler. C'est une historienne, oui. Oui, mais c'est l'usage du passé. Il y a quand même un usage du passé qui peut être fait pour le présent et pour l'avenir. Et on retourne au problème, à mon désaccord avec Todorov. C'est qui va décider quel est abus et bon usage. Jésus-Christ va revenir, dire aux protestants de l'Irlande, non, vous avez eu tort, messieurs, vous devez accepter la version de Amnesty International ou de Human Rights Watch. Alors, comment imposer ça? Moi, dans des situations où les gens n'acceptent pas la version de leurs ennemis d'antan, pourquoi pas maintenir un silence? Moi, je trouve ça plutôt l'intérêt des jeunes est là. Pour compléter ce que disait, peut-être, pour pas qu'il y ait de malentendus sur ce que disait notamment Michel Herriot-Sarcey pour ce livre avec Claudia Moati, c'était de dire que, par exemple, quand une révolution s'était produite et que finalement elle avait tourné un peu court ou que elle avait été ensevelie, l'apport de libération qui était né à ce moment-là était dépassé, eh bien, il est possible que dans le cours de l'histoire et souterrainement, ça ressurgisse ce besoin d'émancipation, de libération. Voilà, par exemple, le rôle de l'événement historique qui reviendrait sur un mode aussi peut-être d'émancipation, pas uniquement sur un mode de combat ou de guerre. C'est possible, mais c'est aussi possible que l'inverse se produise. Et donc, moi, je ne dis pas qu'il faut dans tous les cas oublier. Au contraire, il y a beaucoup de situations où l'oubli serait une grande erreur. Mais il y a d'autres situations de grand danger, de guerre, de trêve, où vraiment, moi, je trouve que la mémoire est trop dangereuse. Et oui, c'est vrai que je ne crois pas dans une version de l'histoire où il y a un progrès toujours vers quelque chose de meilleur. C'est une vision tragique, coupable. Coupable, j'ai pas dit ça. Sans en passer par la commémoration, David Rieff, est-ce que vous pensez qu'il y a des moments où l'histoire peut aussi revêtir une valeur d'exemple? Moi, je crois qu'on apprend très peu de l'histoire. On en parle beaucoup d'apprendre de l'histoire. Mais si vous avez passé, par exemple, Tony Judt, l'historien britannique qui est mort il y a quelques années à New York, a évoqué ça. Je crois que je cite son observation dans le livre. Là. Il parle des monuments à la Shoah et la difficulté de convaincre aux jeunes gens de s'y intéresser. Mais c'est un problème qui va encore s'agrandir. Alors, simplement dire, il y a eu quelque chose d'horrible qui s'est passé, on va s'en souvenir de ça jusqu'à, je sais pas, 1000 ans, etc. C'est très difficile. Les jeunes n'ont pas les mêmes idées. Et il faut, finalement, c'est à eux. L'avenir, c'est à eux, pas à nous. Mais comment ils vont l'écrire? Sur une page blanche? Écoutez, je ne vois pas, surtout avec des pays où maintenant il y a, dans 100 ans, tous nos pays seront au moins vont avoir des populations importantes qui sont venues, disons, au début du XXIe siècle. Et est-ce qu'ils doivent vraiment penser à les guerres de religion en France dans le 16e? Moi, j'ai mes doutes, je dois vous dire. La tabula rasa a une mauvaise réputation, mais je ne suis pas convaincu que c'est mérité. Les vertus de l'oubli avec vous, David Rieff, à lire, Éloge de l'oubli, la mémoire collective et ses pièges. Votre nouvel essai vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.